votre système va plus être instable. Ça va marcher avec les cartes graphiques AMD, ce qui est bizarre que ça marchait pas avant. Il y a aussi la prise en charge de Pascal. Donc Pascal, c'est la nouvelle architecture d'NVIDIA, donc les nouvelles cartes graphiques, les GTX 1060, 1070 et 1080. Prise en charge de Pascal dans le pilote nouveau, donc c'est intéressant pour ceux qui tournent sous nouveau. Maintenant, le noyau Linux peut tourner en SoC sur Raspberry Pi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, ça peut tourner sur une seule puce, système on chip, système sur une puce, et ça va pouvoir être contenu ça va marcher. Il y a aussi la gestion de la CPI Low Power Idle. Donc, c'est une instruction particulière de la CPI qui va permettre donc une meilleure gestion énergétique. Il y a la prise en charge de l'écran tactile sur la Surface 3. Donc ceux qui ont acheté une Surface 3, maintenant vous allez pouvoir utiliser Ubuntu correctement. Et il y a aussi l'ajout de pilote audio, USB, caméra, ce qui est comme il y a à chaque noyau. Et donc maintenant, les patch notes d'Ubuntu version desktop sont assez courts. J'ai dit à peu près l'essentiel. Donc maintenant, je vais vous parler des variantes assez rapidement. Ubuntu Server, donc la variante pour serveur d'Ubuntu, il y a eu une mise à jour d'OpenStack et de Newton. Maintenant on a la toute dernière version. QEMU, qui est l'hyperviseur d'Ubuntu, est passé en 2.6.1, donc la dernière version aussi à ce moment-là. Les conteneurs LXD sont passés en 2.4.1 et donc maintenant il y a une prise en charge des profils à part mort et une possibilité d'installer des paquets Snap avec, ce qui est assez intéressant pour ceux qui gèrent des serveurs. Kubuntu, donc la variante KDE d'Ubuntu. Il y a eu une mise à jour vers KDE Plasma 5.7.5 qui est réécrit qui est en fait une réécriture de KDE assez complète qui est fait pour augmenter les performances. Donc dans les ajouts de choses qui ont été faites, il y a eu aussi il y a la liste d'actions pour Keyrunner et le contrôle du son par application dans le mixeur de volume. Les applications KDE ont été mises à jour vers la version 16.04.3 et le thème Breeze a été amélioré. Pour Ubuntu GNOME, ils sont passés donc eux aussi à GNOME 3.20 avec certaines mises à niveau vers 3.22, ce qui veut dire que certaines applications vont avoir une version plus récente. Il y a maintenant un utilitaire de première configuration quand on démarre Ubuntu GNOME pour la première fois. Ubuntu GNOME ne vient plus avec les bibliothèques Qt installées par défaut. Donc, ce qui veut dire que ça va être un peu allégé, mais en même temps, ça veut dire qu'il va falloir les installer dès qu'on voudra utiliser quoi que ce soit qui utilise les librairies Qt. Il y a maintenant aussi une session Wayland optionnelle, donc ce que je disais tout à l'heure avec les display managers les display serveurs, pardon. On utilisait Xorg jusqu'à présent et Ubuntu GNOME a commencé à mettre le support pour Wayland donc en option. Pour Ubuntu Mate, donc pour ceux qui utilisent la version un peu allégée d'Ubuntu avec l'environnement Mate a été entièrement intégré en GTK 3. Ce que ça veut dire, c'est que en gros maintenant on va tourner sous une version plus récente de GTK et les fonctionnalités ça devrait être plus facile pour les développeurs d'ajouter certaines choses. Les paquets de base ont été mis en recommandé, donc avant en fait les paquets étaient tous mis en dépendance. Ce que ça voulait dire, c'est que dès que vous vouliez désinstaller, par exemple, n'importe quelle application système qui était installée par défaut avec Mate, si vous désinstallez l'une de ces applications, vous allez aussi désinstaller la moitié des dépendances qui venaient avec. Et ce qui veut dire que vous alliez casser toutes les autres applications et potentiellement casser le système. Ils savaient que c'était un souci, ils l'avaient pas réglé depuis un moment, et donc là ils l'ont enfin réglé. Donc maintenant vous pouvez désinstaller les applications système qui viennent par défaut sans se soucier de casser tout votre environnement. Les thèmes maintenus ont été maintenus pour une apparence homogène. Donc le passage à GTK 3, ça veut aussi dire que certains contrôles vont changer d'apparence et donc ils ont bossé là-dessus pour améliorer l'homogénéité du système.
Et donc pour les autres variantes, l'Ubuntu, il n'y a pas de nouveauté, ils attendent encore LXQT. Pour Xubuntu, le site web affiche encore la 16.4, donc j'imagine qu'ils n'ont pas encore fait la mise à jour. Et Midbuntu tourne maintenant avec MidTV 0.28. Voilà, donc les patch notes étaient assez courtes cette version, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon handle Twitter si vous voulez, et voilà. Oui. Alors les paquets Snap, ils sont normalement maintenant ils vont être intégrés dans les dépôts. Donc en fait, par rapport pour la plupart des utilisateurs, il va pas y avoir de différence entre qu'est-ce que c'est un paquet Snap et un paquet normal, parce que le gestionnaire de paquets va savoir lui faire la différence et va installer ce qu'il faut correctement. Je crois qu'il doit y en avoir une, mais je sais pas exactement où. Désolé. Bonjour. Ok. Alors donc Xorg, c'est donc comme j'ai dit tout à l'heure le display server, donc ce qui va gérer l'affichage à l'écran de tout ce qui a à voir avec les fenêtres, tout ça. C'est le display serveur de la plupart des distributions Linux aujourd'hui. Mon ordinateur tourne avec Xorg aujourd'hui. La plupart des distributions, donc Ubuntu et toutes les autres, vont tourner sous Xorg. Wayland, c'est un nouveau display serveur, c'est la nouvelle génération. Donc en fait, ça part du principe que Xorg c'est devenu obsolète. Et ce que ça va faire, c'est que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait changer par Wayland? Alors aujourd'hui, on ne devrait pas le faire parce que Wayland n'est pas encore stable. Il y a quelques soucis et puis surtout, il n'est pas forcément compatible avec tous les pilotes. Cependant, le support s'accroît de jour en jour. Et donc, du coup, c'est intéressant de passer sur Wayland parce que ça va permettre, en fait, les développeurs, quand ils vont avec Xorg, ils sont limités parce que certaines fonctionnalités ne sont pas faciles d'accès ou elles seront pas mises en évidence forcément pour le développeur, ce qui fait que le développeur va avoir beaucoup plus de mal à intégrer certaines choses et certaines choses sont même impossibles. Alors, je suis pas familier avec exactement quoi. Mais je sais qu'il y a eu des changements au niveau de l'API de Xorg et de Wayland. Et donc que maintenant, sous Wayland, normalement, ça devrait faciliter la vie aux développeurs. Mais surtout, par rapport aux utilisateurs, qu'est-ce que ça va changer? Pour l'utilisateur, ça va rien changer, parce que au final, vous allez voir la même chose à l'écran. Sauf que on va noter des améliorations des performances et de ce genre de choses, parce qu'il y aura moins de choses à faire pour arriver à un certain résultat. En fait, Wayland, c'est juste une nouvelle itération de Xorg, mais c'est pas Xorg. C'est-à-dire que ils sont partis de rien et ils ont recréé tout un display server. Ils ont recréé l'hiérarchie complète, ce qui fait que maintenant Wayland, il a sa propre manière de fonctionner. Et donc aujourd'hui, on peut faire tourner des applications Xorg sur Wayland avec donc des logiciels qui vont nous permettre de faire le pont entre les deux. Mais il faut savoir que ça a un coût de performance toujours quand on fait ce genre de choses. Et donc Mir, où ça rentre dans tout ça? Mir, c'est juste à peu près la même chose que Wayland. C'est comme Xorg, c'est un display server, sauf que c'est le display server de Canonical, donc qui a été rajouté pour Ubuntu. Et ils espèrent que ça va remplacer Wayland, enfin Xorg aujourd'hui, et du coup qu'il n'ait pas implémenté Wayland. Et ils espèrent que ça va améliorer leur expérience de leur côté par rapport à ils espèrent qu'en fait la nouvelle version je me suis un peu perdu, désolé.
Mais oui, en gros, c'est ça que Mir, ils espèrent que Mir va remplacer Wayland, va remplacer Xorg. Wayland n'est pas en place aujourd'hui dans la plupart des systèmes d'exploitation, mais comme on peut le voir sur Ubuntu GNOME, il y a déjà une session Wayland qui est optionnelle. Donc en test, un peu comme Unity 8 tout à l'heure qui va utiliser Mir. C'est important que les utilisateurs y testent, mais il y a comment dire, aujourd'hui il y a pas beaucoup de raisons de changer pour l'instant parce que c'est toujours pas stable et pas mis en place vraiment. Je pense qu'il va falloir encore quelques années avant que Wayland soit vraiment bien mis en place. Donc du coup, finir ainsi faciliter les développeurs à créer des nouveaux logiciels. C'est l'idée, oui. C'est l'idée, mais en fait, je sais pas exactement pourquoi ils ont décidé de faire Mir à la place de Wayland, parce que Wayland, c'est la solution qui aujourd'hui est quand même acceptée par tout le monde comme étant meilleure que Xorg. Donc je sais pas pourquoi exactement ils veulent faire Mir, mais on va voir ce que ça donne et on verra bien dans le futur, hein, parce que pour l'instant c'est encore comme une bêta test et c'est pas vraiment c'est pas vraiment utilisable en fait par les utilisateurs. En tout cas pour les développeurs c'est très utilisable. Oui. Les slides, je les posterai quelque part, j'imagine. Ils seront disponibles. Oui, bon, voilà, donc vous pourrez aller les voir. Voilà. D'autres questions ? Bonjour. Alors, est-ce qu'on a la 16.10 sur ce PC ? Ou est-ce qu'on est en 16.4 ? Non, on n'a pas. Et est-ce qu'on a des USB ? Alors là, tout de suite, je sais pas, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les PC ont besoin d'une configuration matérielle assez particulière. Ça ne va pas marcher partout. Donc Unity 8 va pas forcément fonctionner. Il y a des soucis. Il faut avoir les bons pilotes installés. Il faut avoir le bon matériel et il faut surtout avoir la dernière version d'Ubuntu, ce qu'on n'a pas ici sur ce PC pour l'instant. Et il y a possibilité de lancer la session Unity 8. Ok, bon bah si les pilotes sont bien installés et que le matériel est compatible, on pourra le voir dans le couloir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais ouais. Aussi, ouais non, rien. Désolé. Bonjour. Oui, c'est ça. Oui, mais ce qu'il faut noter en fait, c'est que c'est peut-être pas intéressant parce qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui moi, si je suis sur la 16.4, pourquoi est-ce que je passerai sur la 16.10 ? Alors, il y a eu des correctifs, il y a eu d'améliorations de performance. Donc, pour ceux qui sont sur les netbooks, par exemple, c'est intéressant de passer sur la 16.10 parce qu'il va y avoir toutes ces améliorations de performance qui vont faire que ça va pouvoir mieux fonctionner pour eux. Si vous êtes sur une VM, ça sera intéressant de partir depuis la 16.10 d'une machine virtuelle donc parce que la 16.10 tourne mieux avec que la 16.4 avec pas de carte graphique. Mais oui, alors est-ce que c'est pas un souci ? Alors non, c'est pas un souci parce que cette version, ce n'est pas la version LTS comme c'est indiqué dans le nom, c'est juste la 16.10, pas la 16.10 LTS. La LTS, ça sera la 17.4. Et donc la LTS, ça sera supporté sur plusieurs années, alors que celle-ci n'est supportée que 9 mois, donc jusqu'en juillet 2017, je crois. Ce qui... Ouais, voilà, sur 3 ans. 5 ? Ouais.
18.4 la prochaine. Désolé, je me suis trompé. Bon bah voilà, ça m'arrive. Mais ouais, en fait, c'est surtout une version de préparation pour la prochaine version majeure, donc pour la 17.4. Et c'est surtout une préparation pour Unity 8. L'intérêt, alors pour les utilisateurs, il y en a pas forcément toujours. Là aujourd'hui, il y en a. Parce que aujourd'hui, on a des améliorations, des correctifs, tout ça, ce que les utilisateurs vont beaucoup apprécier, parce que moi je fais les installs et je sais que j'ai vu beaucoup de PC sous Ubuntu, et il y en avait qui avaient des problèmes assez particuliers, et je crois que en ayant lu les changelogs, je crois qu'une mise à jour vers la 16.10 devrait aider certaines personnes avec certains problèmes. C'est assez je pense que c'est pas une mauvaise chose pour l'utilisateur d'avoir l'option de faire ça, et puis c'est toujours bien de partir des dernières versions qui sont plus comment dire. En fait, les versions intermédiaires entre les LTS vont servir surtout à rajouter des nouvelles choses, à améliorer les fonctionnalités, et au final, ça va servir à tester. Surtout, les utilisateurs vont en fait contribuer au test de ce qu'ils ont rajouté, pour faire en sorte que la LTS soit le plus stable possible, parce que le but d'une LTS, c'est quand même d'avoir un système qui soit assez stable. Je sais pas si j'ai répondu à ta question en fait, du coup, plus ou moins. Ok. Si vous avez d'autres questions, je peux les prendre. Ok. Pourquoi adopter? Si vous êtes sur la 16.4, qui est donc une LTS, si vous êtes sur la 16.4, si vous êtes par exemple, je ne sais pas, en entreprise, c'est peut-être pas intéressant, parce que la LTS, il y aura le support qui sera étendu pendant le temps de support. Mais si vous êtes juste un utilisateur comme par exemple comme moi, qui le support, en fait, moi comme je mets assez souvent à jour mes logiciels, je m'en fiche un peu de savoir si ça va être supporté pendant 10 ans ou pendant 1 an, parce qu'au final, pour moi, je vais mettre à jour mon système tous les 6 mois, tous les 3 mois. Donc au final, j'ai pas trop d'intérêt à prendre une version supportée plus qu'une autre. Donc pour moi, par exemple, si je tournais sous Ubuntu 16.4, je mettrais sûrement la 16.10 pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités. Moi, j'adore tester les nouveaux trucs, donc Unity 8, je participerai au test, ce genre de choses. Mais après, c'est personnel. Chacun doit voir si la version en fait va lui apporter des choses intéressantes pour lui ou pour elle, ou si justement ne va pas lui apporter quoi que ce soit, et donc ça sert à rien de faire la mise à jour, qui est parfois un processus assez long, assez compliqué. Des fois il y a des problèmes avec les paquets qui vont pas être compatibles entre eux, et du coup voilà, c'est pas forcément toujours facile non plus. Donc pourquoi changer? C'est à toi de te poser la question. En fait, je peux pas donner une réponse générale pour tout le monde, parce que ça va dépendre de ton cas d'utilisation. Si par exemple tu es sur un netbook, je te dirais oui, mais à jour, parce que tu auras les améliorations de performance qu'il n'y avait pas sur Unity 7 et qui sont maintenant sur Unity 7.5. Oui. Ah, ça, j'en sais rien. Je suis pas très familier avec cette variante-là. Je l'ai juste rajouté parce que j'ai vu qu'ils en avaient parlé sur la page officielle d'Ubuntu des release notes. Mais voilà, après je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, et je suis pas familier avec eux, désolé. Electron Electron JS. Oui, moi je suis développeur en Node, et j'utilise Electron assez souvent. Donc oui, je suis assez familier avec ça. En fait, sur Ubuntu aujourd'hui, les applications, c'est pas du HTML. Ça, c'est Firefox OS qui a essayé de faire ça. Ça a pas très bien fonctionné, mais c'était pour d'autres raisons, pas forcément une raison de facilité, mais plus une raison que c'était
enfin je sais plus exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais sur Ubuntu, la plupart des gens vont quand même préférer une application native parce que il y a encore enfin les applications web, on en voit tous les jours. Je sais pas si tu as, par exemple, je sais pas, Spotify sur ton ordinateur, peut-être. Spotify, c'est une application web, donc derrière, ça va être Electron. Enfin, c'est pas forcément Electron. Il y a d'autres logiciels qui permettent, enfin, d'autres librairies qui permettent de faire la même chose. Il y a le CEF, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a NWJS aussi qui fait ça. Il y a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais oui, en gros, ça tourne sous quelque chose qui ressemble à Electron. Donc Electron, c'est Node avec un navigateur Chromium. Et ce que ça va faire, c'est que ça va afficher des pages HTML et tourner du code. Mais est-ce que c'est l'avenir? Bah, je pourrais pas te le dire. Mais moi, j'y crois en tout cas parce que je suis développeur dessus et j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec. Et je pense que ouais, ça pourrait être l'avenir en fait, le seul souci qu'il y a, c'est que aujourd'hui, Chromium peut être assez lent, surtout sur des systèmes qui sont pas forcément aussi performants. Par exemple, moi, je tourne sur un i7, donc j'ai pas de souci. Mais quelqu'un qui va peut-être tourner sur un processeur avec un seul cœur et qui va être cloqué, je sais pas, à 1 GHz, par exemple, un vieux processeur. Sur ces vieux processeurs-là, ben, il va pas forcément les applications en web qui vont être faites encapsulées dans un navigateur et ensuite montrer à l'utilisateur, donc comme Spotify ou comme Skype même aujourd'hui, je crois qu'ils ont commencé à faire la truc. Il y a des jeux vidéo aussi qui utilisent ça. Et ben, ces applications-là ne seront pas forcément aussi performantes que si elles étaient écrites nativement, tout simplement parce qu'il y a tout le en fait, il faut prendre en compte que quand tu veux faire tourner une application comme ça, qui utilise un navigateur web, tu dois faire tourner un navigateur web quand même. Alors, c'est pas un navigateur web complet parce qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'il y aura, par exemple, dans ton navigateur, comme les tabs ou d'autres fonctionnalités, l'historique, tout ça. Cependant, il y a tout il doit afficher, il y a un truc qui va gérer le rendu. Il va y avoir quelque chose qui va gérer le JavaScript, donc ce qui va permettre de tourner du code. Il va y avoir quelque chose qui va gérer chaque élément en fait, et du coup ça peut être assez lourd à tourner. Alors que si j'avais écrit par exemple une application native, peut-être que ça aurait mieux fonctionné pour la plupart des gens. Mais voilà. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'écrire une application Electron aujourd'hui. Si tu sais faire du web, tu sais faire une application Electron. Alors que si tu écris en natif, donc si tu écris du code pour la machine, eh ben le code pour la machine sera plus performant certes, mais pas forcément. Tu sauras pas forcément le faire. Mais même si tu sais le faire, il faut prendre en compte que ce que tu compiles pour une machine ne va pas fonctionner sur une autre. Il faut recompiler pour chaque machine. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des binaires qui sont assez souvent séparés en plusieurs versions parce qu'il faut à chaque fois que tu veux faire tourner sur une architecture différente. Donc par exemple si je pars la différence entre 32 bits et 64 bits, bah, si tu veux faire tourner une application 32 bits en 64 tu peux, mais tu peux pas faire tourner une application 64 en 32 bits. Enfin tu vois, t'as des choses comme ça et il faut prendre en compte. Et du coup, c'est pour ça que c'est peut-être plus simple pour certains de maintenir une application web, parce qu'une application web, tu auras juste un seul code à gérer et tu n'auras plus rien d'autre tu n'auras pas à te soucier des soucis d'incompatibilité parce que c'est le navigateur qui va le faire pour toi. Ouais, il y a encore quelques soucis un peu partout, hein, pas que sur Ubuntu, mais ouais, il y a pas mal d'applications qui sont dans ce cas-là. Donc ouais. Ah, merci à vous d'être venus.